Le groupe ArcelorMittal envisage de supprimer 600 emplois dans l'Hexagone. On est en train de délocaliser, on est en train de crever à petit feu. On a une invisibilité symbolique des classes populaires. Si ils nous jettent comme ça, du jour au lendemain, comme des chiffons, ils ont dit on brûle cette usine. C'est aussi une modification dans les organisations politiques, dans les milieux intellectuels qui jouent sur cette invisibilité. Le 29 décembre 1920, la SFIC, section française de l'Internationale communiste, est née. Et l'intérêt de revenir sur l'histoire du Parti communiste français, c'est que là, on a eu une tentative qui a relativement réussi de promouvoir la classe ouvrière dans l'espace politique. Les images sont du Parti communiste, grand ordonnateur du mouvement social avec la CGT, son bras syndical. Il y a eu un embourgeoisement des partis de gauche durant ces dernières décennies. Le Rassemblement national est en tête de ce premier tour des élections législatives. Un nouveau séisme politique en France. L'extrême droite est désormais aux portes du pouvoir. Lorsque les réseaux syndicaux et militants classiques se fragilisent, c'est là où il y a un essor électoral du Rassemblement national. Je suis directeur de recherche en sociologie à l'INRAE et je travaille surtout donc sur les classes populaires et le pouvoir local dans les campagnes françaises. Le monde ouvrier, il n'est pas structuré de la même manière que l'était la classe ouvrière auparavant. Et donc, on met surtout l'accent sur le déclin ou la disparition parce qu'on a une image de la classe ouvrière qui est liée au XXe siècle. Et en gros, donc, des années 1920-1930 aux années 1970, il y a effectivement une structuration forte de la classe ouvrière dans le sens où le groupe ouvrier est important. Il est relativement plus homogène qu'aujourd'hui. Et surtout, il y a différentes organisations qui font le porte-parole de la classe ouvrière. Donc, il y a une existence à la fois symbolique et sociale de la classe ouvrière. Et à partir donc de la fin du XXe siècle, il n'y a pas tant une disparition du monde ouvrier qu'une fragilité du groupe ouvrier en tant que classe. La classe ouvrière en tant que classe se fragilise, surtout parce qu'elle est plus hétérogène, elle a moins d'organisations qui la représentent, et donc il y a un déclin de la conscience de classe, un déclin des organisations politiques ou syndicales qui mettent en avant cette notion de classe ouvrière, et on est plutôt sur un mouvement autour d'une diversification. Et en sociologie, notamment, on va de plus en plus parler de classe populaire, en mettant des S à classe et à populaire, puisqu'on met l'accent sur le fait que le groupe ouvrier est toujours là, donc il a un peu décliné, mais surtout donc il s'est modifié, et il y a eu aussi l'essor des travailleuses et des travailleurs dans les services, donc ce qu'on appelle, donc c'est le groupe des employés qui s'est développé fortement dans les dernières décennies, et en réalité donc chez ces employés qui sont surtout donc affectés à des travaux dans les services, on est sur des fractions populaires très proches au fait du monde ouvrier. Donc en gros, le monde ouvrier est plutôt un groupe très masculin et le monde des employés est un groupe très féminin. Et on est sur des milieux sociaux très proches qui forment donc en soi une classe, puisqu'on est sur des conditions de travail assez similaires, une pénibilité, une subordination. Donc on va mettre ensemble le groupe ouvrier, le groupe employés pour former donc ces classes populaires, si bien que donc on peut pas parler d'une disparition, mais plutôt d'une transformation. On est vraiment sur des classes populaires qui restent fortes numériquement, mais qui sont plus désorganisées, plus hétérogènes. Donc les conditions de mobilisation sont plus difficiles et surtout donc les conditions de la production d'une conscience de classe sont moins réunies qu'auparavant. Donc il y a bien un déclin de la classe ouvrière, mais plutôt une recomposition des classes populaires et avec une fragilité de leur conscience de classe. Et on peut peut-être mettre en avant le fait que cette invisibilité, à mon sens, elle est aussi due au fait qu'il y a eu une séparation progressive entre les groupes intellectuels ou les groupes de la petite bourgeoisie intellectuelle et ces milieux populaires. C'est-à-dire que de moins en moins, ils partagent les mêmes espaces de vie, de moins en moins, ils militent aux mêmes endroits, dans les mêmes organisations. Donc on a une invisibilité symbolique des classes populaires, puisque les producteurs d'images dominantes sont surtout des élites intellectuelles qui sont très urbanisées, qui vivent dans les grandes métropoles et surtout en région parisienne, alors que de plus en plus, du fait de la ségrégation socio-spatiale, ces classes populaires, on les retrouve surtout dans les quartiers populaires des banlieues urbaines et dans les espaces périurbains et ruraux, où il y a de moins en moins de classes supérieures en général, et notamment de classes
supérieur lié au monde intellectuel. Donc c'est aussi une modification dans les organisations politiques, dans les milieux intellectuels qui joue sur cette invisibilité des classes populaires dans la période contemporaine. Et l'intérêt de revenir sur l'histoire du Parti communiste français, c'est que là, on a eu une tentative qui a relativement réussi de promouvoir la classe ouvrière dans l'espace politique, donc avec des représentants issus du monde ouvrier, qui ont eu des responsabilités dans l'organisation, dans les municipalités communistes, des députés qui étaient envoyés à l'Assemblée nationale, alors que d'ordinaire, il y a vraiment une clôture sociale très forte du monde politique et qui est réservée donc aux personnes issues de la bourgeoisie et notamment de la bourgeoisie culturelle. Et donc il y a eu une réussite qui a été progressive, c'est-à-dire que le Parti communiste donc est fondé en 1920 et progressivement il va se constituer comme parti ouvrier, c'est-à-dire avec une direction qui est en partie ouvrière, avec des représentants qui sont ouvriers. Donc dans les raisons, il faut surtout mettre en avant la relation forte avec le syndicalisme. Et donc comme voilà, on est autour de la question du 1er mai, donc ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que c'est la matrice syndicale qui a surtout permis une ouvriérisation du Parti communiste. C'est un parti qui est issu du Parti socialiste, de la SFIO. Et donc dans les premières années de son existence, il a travaillé donc avec des consignes de l'Internationale communiste à ouvriériser sa direction, et ça a surtout consisté à s'appuyer sur des syndicalistes, donc de la CGT. Donc c'est des syndicalistes ouvriers qui ont rejoint le Parti communiste au moment donc où ils commencent à se former et qui ont eu des responsabilités dans ce parti. Donc c'est bien la rencontre entre des syndicalistes, donc souvent des syndicalistes révolutionnaires, des syndicalistes d'origine libertaire, qui étaient plutôt en opposition avec le Parti socialiste avant 1920 et qui se sont intéressés à ce renouvellement du parti qui devient parti communiste du fait de la mise en avant d'une attache très forte dans les mondes ouvriers. Donc c'est la rencontre avec le syndicalisme et c'est le fait donc qu'il va mettre en avant le fait qu'un militant communiste doit militer dans son entreprise, doit se syndiquer, et on va valoriser des figures syndicales. Donc il y a une promotion d'ouvriers syndicalistes dans les différentes instances du Parti communiste. Donc il faut bien savoir que les ouvriers d'abord en général ils vont adhérer à leur syndicat dans leur entreprise, ils vont d'abord militer dans leur syndicat et ensuite progressivement certains vont faire le pas d'aller vers le Parti communiste, souvent parce qu'ils sont appelés à rejoindre les rangs du Parti communiste. Mais on est bien sur les ouvriers qui se sont d'abord socialisés et politisés au sein du syndicat et qui prolongent leur engagement au sein du Parti communiste. Donc une des premières raisons, c'est cette articulation fine entre les réseaux syndicaux et les réseaux partisans. Et ensuite, on peut aussi mettre en avant le fait qu'il y a tout un ensemble de dispositifs, donc de sélection, de formation et de promotion de cadres politiques qui sont formés dans l'organisation et qui sont sélectionnés par rapport à leurs origines sociales. Donc il y a bien un travail pour identifier des personnes qui seraient représentatives de la classe ouvrière que l'on veut défendre, un travail pour les former et un travail pour les valoriser dans les processus de promotion interne. Donc il y a différentes écoles de formation qui se sont développées et par exemple pour accéder à ces écoles de formation, il fallait surtout être ouvrier ou paysan parce qu'il y avait une valorisation de cette appartenance aux classes populaires alors que lorsqu'un enseignant demandait à participer à ces écoles, il était plutôt considéré comme non prioritaire. Donc il y a bien une idée de former des militants d'origine populaire qui doivent être à l'image de la classe ouvrière que l'on entend représenter. Donc c'est bien une stratégie de promotion, c'est bien un volontarisme politique, mais ça fonctionne aussi parce que la classe ouvrière au moment-là est relativement structurée. Donc il y a aussi une base sociologique, une base économique. Donc le fait que les ouvriers travaillent dans des grandes entreprises, le fait que le syndicalisme était plus développé à cette époque-là. Donc ça a permis cette ouvriérisation et ce développement du Parti communiste comme parti ouvrier. Alors qu'à partir des années 1970-1980, on se rend compte que les permanents, donc les dirigeants communistes sont de moins en moins des dirigeants d'origine ouvrière, dans le sens où ils ont de moins en moins travaillé en usine, dans les entreprises avant d'avoir une promotion. Donc souvent, ils ont une promotion très très tôt. Donc en réalité, ils sont moins ouvriers que les générations précédentes. Et surtout, il y a eu un recentrement du monde communiste autour des collectivités territoriales. En gros, les nouveaux dirigeants communistes, à partir des années 1980 et 1990, donc c'est à l'image notamment de Robert Rue, donc il devient dirigeant du Parti communiste en 1994,
14. On est plutôt sur des figures qui sont issues des collectivités territoriales, donc des personnes qui sont soit élues dans leur mairie ou soit qui sont cadres territoriaux dans leur mairie ou dans les conseils départementaux. Donc il y a eu un recentrement sur les dirigeants qui ont des mandats électifs autour d'une certaine professionnalisation de l'engagement, avec des personnes qui sont formées à la gestion des collectivités territoriales, qui sont passées par l'université ou qui ont eu une formation comme attachés parlementaires, comme chargés de mission dans des collectivités. Et donc ça, c'est surtout lié au fait que si le Parti communiste n'a pas disparu en France, c'est qu'il a résisté grâce à ses élus locaux qui ont permis une survivance, un maintien du Parti communiste dans les années 90 et 2000, alors que souvent, ses homologues européens ont plutôt disparu. Mais cela s'est fait au prix d'une certaine distanciation par rapport aux réseaux syndicaux. Et donc, les militants ouvriers ont continué à militer dans leurs syndicats, dans leur entreprise, mais de façon de plus en plus distancée par rapport aux partis. Et donc, le parti a continué à se développer, mais autour de profils plutôt liés aux classes moyennes intellectuelles, plutôt des profils liés aux collectivités territoriales, avec de moins en moins donc de dirigeants d'origine syndicale. Et donc, il y a une perte de culture syndicale au sein de ce parti. Sur la configuration d'aujourd'hui, ce qui joue beaucoup, donc c'est effectivement les conditions sociales de vie et de travail des classes populaires qui érigent des nouvelles barrières à l'engagement. C'est beaucoup plus coûteux pour des employés ou des ouvriers de militer et de se syndiquer. C'est plus difficile. Ils sont dans des petites entreprises, ils travaillent dans les services. Les réseaux syndicaux sont plus faibles. Donc il y a des raisons objectives au fait que c'est plus difficile de se mobiliser de manière militante dans des organisations syndicales et politiques de gauche, mais il y a aussi une configuration du monde partisan qui crée des barrières. C'est-à-dire qu'il y a eu un embourgeoisement des partis de gauche durant ces dernières décennies et des barrières fortes, c'est-à-dire qu'en gros, les partis ou les mouvements, donc puisque la France insoumise n'est pas vraiment un parti, on est plutôt sur un mouvement, mais qui est en général donc très lié à la petite bourgeoisie culturelle, voire à la bourgeoisie culturelle, où les classes populaires trouvent difficilement leur place. Donc c'est aussi une coupure qui est créée dans les partis, où on s'est recentré sur des questions électorales, on a délaissé les questions syndicales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fréquenter des militants syndicaux lors de manifestations, on va essayer de les soutenir lors de mobilisations, même contre la fermeture de différentes entreprises. Mais au fait, ces militants syndicaux, on les croise de moins en moins dans les réunions. C'est-à-dire que dans les réunions militantes, il y a plutôt un entre-soi qui est très lié donc à des personnes qui ont beaucoup de diplômes, donc classe moyenne ou classe supérieure très diplômée. Et ces profils syndicaux sont très très peu présents. Donc on le voit pour le Parti communiste où il s'est dissocié progressivement des militants syndicaux de la CGT. Pour le Parti socialiste, c'est la même chose pour la CFDT avec laquelle il était lié auparavant. Une des organisations les plus intéressantes aujourd'hui dans le renouvellement du rapport des classes populaires aux politiques, donc c'est la France insoumise. Donc c'est indéniable qu'il y a une promotion de 2 députés d'origine plus modeste que ce que l'on voit d'habitude. Il y a un renouvellement militant, mais en même temps on est sur une fausse organisation où on n'est que sur un mouvement où les personnes ne sont pas adhérentes de l'organisation, où la structure est très très faible, et donc il n'y a pas ce travail de sélection, de formation, de valorisation des collectifs militants, de sociabilité militante qui serait liée à une organisation qui serait déconnectée des différents enjeux électoraux, puisque là, en gros, c'est une mobilisation qui émerge à chaque fois lors des élections présidentielles et qui se poursuit un peu après pour les législatives qui sont considérées dans la suite des élections présidentielles. Tout repose sur une personnalisation très très forte. Et donc, on est très très éloigné du monde syndical où ce qui est mis en avant, c'est la solidarité collective, c'est le fait qu'il y ait différents réseaux, que l'on parle au nom d'un collectif, que l'on va dépersonnaliser son action. Donc, c'est déconnecté d'un mode d'organisation qui est plutôt favorable aux classes populaires. Et il faut savoir que les syndicats sont beaucoup plus représentatifs de la population française que les partis, où là on est vraiment sur la représentation d'une petite élite sociale et culturelle. Et je peux peut-être dire deux mots donc peut-être sur le Rassemblement national en disant que là on est dans une mobilisation qui est surtout électorale.
C'est-à-dire qu'il y a un appui électoral très fort. Donc moi, dans mes différents terrains où j'enquête en Bourgogne, notamment, donc c'est impressionnant puisque c'est un parti qui est souvent maintenant le premier parti aux législatives, au présidentiel. Dans des petites communes ouvrières, il est très largement majoritaire, mais avec une incapacité d'avoir des militants locaux et pour l'instant une incapacité à monter différentes listes pour les élections municipales. Donc on est bien sur un parti qui s'implante par le haut, c'est-à-dire par la présidentielle, progressivement par les législatives, mais parce que ce sont des personnes qui sont envoyées sur place sans ancrage local, ou souvent on est sur le cas de notables conservateurs, des républicains qui vont se rallier au Rassemblement national et qui vont être élus très facilement grâce à cette étiquette Le Pen ou RN, et le Rassemblement national se diffuse très fortement aux endroits où la gauche est faible. Donc en gros, lorsque les réseaux syndicaux et militants classiques se fragilisent, c'est là où il y a un essor électoral du Rassemblement national. Donc on est bien sur une question de rapport de force aussi avec la gauche, où la gauche elle est forte lorsqu'elle repose sur des réseaux militants, et le Front National et le Rassemblement national sont faibles du moment que ces réseaux se développent.